Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission des chansons de ma vie sur Radio J. Mes invités aujourd'hui renouent avec la grande tradition des duos comiques populaires. À l'instar des Pierre Dac et Francis Blanche ou des Poiré et Serrault qui ont tant fait se tordre de rire nos parents ou nos grands-parents, ils sont depuis quelques 25 ans maintenant les deux humoristes qui ensemble battent tous les records de fréquentation dans les salles et dont les spectacles battent tous les records d'audience lorsqu'ils sont diffusés sur le petit écran. À ma droite, Éric Carrière, à ma gauche, Francis Ginibre, ce sont les Chevaliers du Fiel que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment ça va? Très bien. Merci d'être là. Merci pour l'introduction. Elle vous a plu, Francis? Ça vous... C'est parfait. C'est rare de dire dans ce métier merci pour l'introduction. Je sais pas comment je dois le prendre. Ça fait partie, On le prend comme on peut. ça fait partie du métier. C'est ça, c'est quelques années de métier donc. Alors, votre actualité, elle s'appelle Travaux d'enfer. 10 au 21 janvier au Folies Bergère. Donc c'est les Lambert qui maintenant se lancent dans des travaux. Dans des travaux. Directement inspiré de la période du confinement où tous les Français sont mis à bricoler, à repeindre leur garage et à faire des cloisons et des papiers peints. Et moi qui suis le pire, je pense, des bricoleurs, moi-même je suis allé dans une grande surface de bricolage pour acheter, comme tout le monde, des clous et un marteau que je n'avais pas. Et je me suis rendu compte que la France entière s'apprêtait à bricoler parce qu'il y avait que ça d'ouvert. C'est le seul truc qu'on avait vraiment le droit de faire. Donc ils achetaient ça et je me suis dit, voilà, l'actu c'est ça, je fais Travaux d'enfer. Alors c'est un spectacle qui a déjà tourné en province. Oui. Ouais. Ça fait un an qu'on le tourne maintenant. Il a commencé par une diffusion télé sur C8. Oui. Et puis, il est parti en tournée. Alors, tournée qui a été un peu chaotique parce que on a commencé à tourner et puis ensuite on a interdit les salles au-dessus de 2000 personnes. Donc, c'était une grande époque où on pouvait danser dans les boîtes mais assis. Voilà. C'est ça. Mais c'est bien, mais c'est super de on allait au ski mais on pouvait pas reprendre les remontées mécaniques. On pouvait descendre mais on pouvait pas remonter. Cette période, il y a plein de gens qui ont dit que ça n'avait pas été grave du tout. Pour des métiers comme les nôtres, ça a été absolument dramatique. Encore nous, ça va, on n'est pas à la rue, mais toutes nos équipes techniques, tout bien ça, sûr. nous, c'est 15 ou 20 personnes en tournée. Il a fallu inventer des cachets qui n'existaient pas pour qu'ils puissent payer leur retraite pour leur maison. Là. Donc c'était pas cool du tout, cette histoire. Pas du tout. Et Travaux d'enfer sur scène, c'est combien de personnages? Nous, on en joue 12, 12. une dizaine ou 12. 12 déjà. Ouais, voilà. Bon, on s'ennuie pas, c'est ça qui fait. Une date parisienne, enfin une série parisienne, puisque là c'est quelques 12 dates. Une série parisienne, ça se vit comment? Ça s'appréhende comment? Pareil qu'ailleurs. Oui, on a passé, c'est plus court qu'avant, parce qu'avant on passait des mois à Paris, quand on jouait aux variétés ou tout ça, on jouait jusqu'à 5-6 mois à Paris. Non, on aime bien. Et c'était plus petit, là vous prenez plus grand. Voilà, oui. Après, une année on a fait 14 palais des sports consécutifs. Donc, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Non, c'est une belle salle, on est content d'y rejouer. On y a joué une année, un mois, je crois. Un mois, oui, on avait avec fait les municipaux. On est content d'y revenir, on adore. Mais pour nous, on en parlait hors micro, mais comme Paris est en France, on considère qu'il y a Rouen, Nantes, Caen, Paris, Toulouse, Marseille. Il y a plus de gens du métier qui viennent à Paris. Les soirs de première qui pétillent comme du bon champagne. Ouais, il y en a, bien sûr, oui, ils viennent, mais ceux qui nous aiment, enfin, on a des fois des surprises, parce qu'il y a des fois des gens du métier dont on pensait pas qu'on pouvait être leur tasse de thé. Par exemple, parce que nous, on a à un moment été catalogués comme faisant pas partie de l'intelligentsia parisienne. Oui, on en reparlera de ça, on va en reparler de cette émission. Mais à notre grande surprise, il y a tout un tas de gens qui sont catalogués vraiment dans l'intelligentsia parisienne et qui viennent à tous nos spectacles. D'accord. Donc, des noms, allez. Des gens, moi j'étais vert de savoir que Louis Chédid ne ratait jamais un spectacle, que Plantu du Monde était complètement fan, que Claudia Cardinal nous aimait beaucoup et chantait la Cime Camille sous la douche. ça j'aimerais bien le voir. Moi, pas que entendre la chanson, la voix, c'est ça, même sans le son. Depuis combien d'années vous êtes paxé professionnellement? Professionnellement, 30 ans. Oui. C'est 1984, c'est ça? Ouais. C'était vraiment 85, exactement. Les débuts, et au début, vous étiez 3. Ouais. Au tout début. On l'a tué. Non, vous l'avez soigné. Il est devenu il est professionnel de la profession. Il est devenu rabbin maintenant. Non, il est dans la production, lui. D'accord. Il est dans la production, ouais. Et ça se passe comment? Alors, vous, Francis, au départ, vous deviez être batteur.
J'étais batteur, j'étais musicien, et c'est comme ça qu'on... batteur et professionnel. Voilà, je l'étais, et donc pendant 7 ans, j'ai fait ça, des orchestres, des groupes, du studio, et j'ai rencontré Eric comme ça, sur scène. Il avait besoin d'un batteur. J'avais besoin d'un batteur. Parce que vous chantez seul sur scène, d'accord? Ouais, je chantais, mais j'avais un spectacle seul qui me permettait de vivre et de gagner de l'argent, et un spectacle à plusieurs qui permettait de dépenser l'argent. L'argent que vous avez gagné tout seul. Et donc, parce que je pensais vraiment qu'il fallait faire du show et avoir des musiciens et tout ça. Et j'ai eu besoin à un moment d'un batteur au dernier moment parce qu'il y a eu une défection. Et Manu Katché n'était pas libre. Voilà. Et c'est Francis qui est à Toulouse, il y a des grands studios. Bien sûr, les studios Polygone, par exemple. Donc, j'ai appelé Polygone, j'ai dit, écoute, je connaissais Delmas, le pauvre, je le salue, sa mémoire, il nous a quittés récemment. Je sais. J'appelle Delmas, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai 3 spectacles, j'ai plus de batteur, il me faut un batteur. T'as un mec qui me dit, j'ai un mec super bon au studio, vous allez vous entendre. Et voilà. Et ça a été une évidence entre vous. C'est-à-dire que la première date, je devais faire donc 2 spectacles avec toi. 2, ouais. Et déjà le premier soir, au bout de 3 heures de discussion, c'est marrant, on a l'impression de se connaître depuis 20 ans. Et ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on est ensemble. Ça l'a fait, quoi. Ouais, alors là au début... C'est quoi, c'est un cadeau du ciel, ça, quand on se rencontre et que c'est une évidence? Ah oui, c'est un cadeau du ciel. Il y a des gens comme ça sur Terre, en effet, pour les rencontrer, avancer ensemble. C'est un point... parce que pour autant, on a des vies différentes et tout ça, mais quand même, sur les 3 longs métrages qu'on a fait, et bientôt le 4e qu'on va faire... Des longs métrages que vous avez toujours co-réalisés. Ouais. Et c'est vous qui écrivez les scénarios, Eric. Mais Francis co-réalise avec vous. Ça dépend des fois, mais là, oui, ça a été le cas. Et on en était au point que ça nous... Alors qu'on avait choisi, évidemment, tous les autres comédiens, mais ça nous gonflait de jouer avec les autres. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a, on a des automatismes à 2 qui sont incroyables. On va vachement plus vite. En fait, on a fait beaucoup plus de choses à 2 qu'on en aurait fait à plein, quoi. Bien sûr, c'est vraiment ça le cadeau du ciel. Donc, ouais. Alors, Eric, vous étiez étudiant en sociologie. Oui. Francis, vous êtes diplômé des Beaux-Arts. Rien ne vous prédisposait au départ sur le papier à monter sur scène? Entre la sociologie et... Moi, j'ai défendu ma thèse au DEA en disant que ça n'avait aucun intérêt, la sociologie. Et que je pouvais faire le constat d'avoir écrit pendant 6 ans sur des choses inintéressantes et que maintenant je pensais être prêt pour écrire sur des choses intéressantes. Et le patron de la socio à Toulouse, qui était un mec mondialement connu dans la sociologie, il a dit j'ai adoré cette thèse, c'est génial, mais j'ai que 2 conseils à vous donner, il faut faire un choix, la prison ou le cirque. Et donc j'ai choisi Medrano ou Fresne. Ouais, j'ai choisi le cirque. Voilà. Et vous, Francis, bon, les Beaux-Arts, on était quand même déjà dans quelque chose d'artistique. Oui, et puis bon, enfin, j'ai eu la chance dès l'âge de 8 ans. Vous étiez plasticien plutôt, peintre dans la oui, en fait, j'ai fait d'abord le tronc commun, c'était la vocation plutôt d'être dans l'art publicité, quoi. D'accord. Mais bon, c'est vrai que c'était la peinture qui m'attirait le plus. Mais j'avais la chance, dès l'âge de 8 ans, d'avoir connu des chorales classiques, et donc d'être passionné de musique. Et en fait, je suis allé aux Beaux-Arts, mais déjà, j'avais l'intention d'être musicien. Et d'ailleurs, c'est les premières bourses des Beaux-Arts qui m'a permis de m'acheter ma première batterie. Voilà, et comme je connaissais le solfège, je me suis mis avec des méthodes de batterie, et puis j'ai bossé la batterie tout le temps des Beaux-Arts, quoi. Voilà, c'est parti comme ça. Alors, dans votre duo, il y a vraiment un terroir toulousain qui vous a soutenu. Il y a une première télé, la télé TLT. Oui, Télé Toulouse. Vous avez fait vos premières. Et puis, il y a eu Sud Radio aussi qui a été assez... Sud Radio, on est resté des années. Oui. Et ça a vraiment été ça, le socle? C'est vraiment ça qui vous a permis de partir? Oui, déjà, ça nous a permis déjà, à la télé, il y avait un type qui s'appelait Robert Pietri, ancien rédacteur chef de TF1, qui avait été nommé directeur à Télé Toulouse. Et j'étais allé le voir, assez gonflé, en lui disant, bon, vous avez aucune raison de nous prendre, mais nous, on veut vraiment le faire. Et il m'avait dit, je vous crois. Il est venu voir le spectacle, on l'avait déjà à ce moment-là, il dit, je vous crois, mais on n'a pas d'argent. J'ai dit, alors on fait un deal, les images, elles sont à nous. D'accord. Vous nous donnez les clés de la télé tous les soirs, et des techniciens et des cadreurs, et nous, on fait les trucs, et on vous donne les émissions à diffuser, on ne fait pas payer. Gratos. Et on a fait 5 ans.
Ouais. Et on a fait des centaines et des centaines de sketchs, de tous les gros trucs qui sont devenus très populaires sont nés là-bas. C'est un laboratoire et donc on a profité pour créer plein de choses, alors du meilleur au pire, mais c'était vraiment extraordinaire. Et quelle intelligence d'avoir vous proposé ça et lui accepté, quoi. Ah oui, mais je le salue. Je pense qu'il est évidemment d'origine corse, hein, Robert Pietri, et je pense qu'il est dans son village en Corse, et je pense que quelqu'un lui dira cette interview, et à chaque fois je le salue parce que voilà, c'est quand même un type, il avait tout à y perdre. Bien sûr, nous, il fallait prendre le risque. Iconoclaste, avec l'archevêque du coin, on avait des problèmes, avec le maire, on avait des problèmes, avec les policiers, on avait des problèmes, et lui, il était là tout le temps, non mais il faut les comprendre, ils sont jeunes et tout. C'est l'oncle de Julie Pétri, d'ailleurs. C'est l'oncle de Julie Pétri, d'accord. Julie Pétri, nous avons eu à ce micro il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Alors, Eric, c'est vous le porte-plume du groupe. Oui. Francis, vous êtes tout de suite reconnu dans ce que vous écrivez, Eric. C'est compliqué d'adhérer à ce point-là. Non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Donc, au départ, il m'a engagé comme batteur. Oui. Et c'est lui qui m'a proposé de devenir comédien au fur et à mesure. Parce que vous ne l'étiez pas au départ. Non, pas du tout. Ça, par contre, je l'avais même pas envisagé, d'ailleurs. Donc, c'est lui qui m'a proposé. Il m'a dit, tu devrais. Alors, on a commencé par 2 phrases. J'intervenais dans son one-man show. On faisait 2 phrases, puis ensuite 4 ou 5. Et puis un jour, il m'a dit, mais écoute, tu devrais arrêter le métier de musicien et on se lance, on va au Festival d'Avignon et on y va. Et les Chevaliers du Fiel sont nés comme ça. Ouais. Moi, j'ai emprunté 1 million de centimes, que évidemment j'étais fauché comme les blés. Mon père m'a prêté une remorque pour accrocher derrière une vieille bagnole qu'on avait pour mettre des affiches et tout ça. Et j'ai loué une salle et j'ai dit à Francis... Avignon. Ouais. Et j'ai dit à Francis, je sais que ça va le faire et tout ça. Et on avait une salle minuscule où il y avait 45 places. Mais à peu près à la moitié du festival, c'était complet tout le temps. Tout le monde disait, ah, mais c'est marrant, c'est intéressant, c'est pas... Et l'année d'après, on est venu avec une salle 2 fois plus grande, puis 3 fois, puis la plus grande, et puis... Et vous avez acheté un théâtre à Avignon? Oui. Mais on est des enfants du Festival d'Avignon, oui. C'est vraiment à partir de... Et vous, Eric, vous avez tout de suite vu avec Francis que vous aviez trouvé votre moitié d'orange, quoi, la personne qu'il fallait pour que ça décolle, quoi. Ça cochait plusieurs cases. Alors, la première, c'était... moi, j'ai choisi ce métier, cette vie-là, pour être le moins emmerdé possible. Donc, c'est un bon principe. Voilà. Donc, je me disais, parce que j'aurais pu être prof, tout ça. J'avais tout ça pour être prof. Mais non. Donc, je me disais, pour pas être emmerdé, il faut que je puisse dire ce que je veux, à peu près où je veux, et à peu près quand je veux. Pour pas m'emmerder, c'est mieux de pas être seul. Donc, déjà, c'est des cases. Et donc, il faut trouver des gens pour faire ça. Et je l'aurais fait seul, mais je me disais à plusieurs c'est plus rigolo quand même, comme plein de trucs d'ailleurs. Bien sûr. Et donc voilà, quand j'ai vu Francis, je me suis dit, voilà, lui il pourrait. Alors il me dit mais je suis pas comédien, je dis mais ça tu vois on s'en fout, c'est parce que t'es bon. Moi je savais qu'il était bon, je voyais qu'il était bon. Et après il y a jamais eu le moindre regret. Souvent, on a essayé même de nous séparer, ou moi, j'ai écrit pour plein de gens. Oui, je sais, vous avez bossé pour Chantal Latsou, pour tout le monde, pour Moscato, Galabru, pour Galabru, tout ça. Pour les Vampes. Oui, j'aurais pu faire ce métier en écrivant pour les gens, vraiment, mais ça s'est jamais posé comme ça. C'est-à-dire, c'est tombé comme une évidence, c'est une évidence. Et une évidence qui rend les gens heureux depuis maintenant quelques 25-30 ans, c'est ça? Oui, voilà. Et qui nous rend heureux, parce que on est heureux sur scène, Alors, je vous rappelle le principe de cette émission, via votre attaché de presse, l'excellent Pierre Cordier, qu'on ne présente plus. Vous avez eu la gentillesse de me glisser en amont à l'oreille quelques-unes de vos chansons de chevet, et nous allons comme ça nous promener une petite heure au gré de vos préférences musicales. Mais vous, d'ailleurs, en parlant de chansons, c'est la chanson qui vous a fait connaître du grand public. Moi j'avais entendu parler de vous, je savais que du côté de Toulouse, il y avait des gens qui faisaient marrer. Un jour, j'allume la télévision, j'étais un samedi soir à la maison, c'était rare, Michel Drucker, et je vois 2 huluberlus, dont vous, habillés avec un caouet jaune, en train de chanter « Je te prendrai nu » dans la Sim Camille. On l'écoute cette chanson quand même. Je te prendrai nu dans la Sim Camille. On la mettra en bout. Ça, on est en 1996 ? Oui, exactement. Exactement. C'est une chanson qui est née à la radio quand on était sur la radio. C'est né comment ça ? Racontez-moi. Alors là, c'est toujours les chansons, c'est genre des drôles d'histoires. Oui. On avait une émission quotidienne dans laquelle on faisait des sketchs et tous les jours, j'improvisais une chanson.
sur la En impro total. Quasiment, j'avais écrit un refrain, machin, puis moi je faisais un personnage, et un jour, le réalisateur de l'émission, qui déjà jalousait un peu notre statut, parce que déjà on commençait à marcher, quoi, et c'est un peu des... Bref, il me dit, c'est quoi la chanson aujourd'hui? Je dis, je l'ai pas, parce que hier soir on a fait la bringue, et j'ai pas écrit rien, donc je lui dis, repasse une une par jour, c'est bon. Et pas celle et il me dit, ah non, il me dit, moi, le mec a un peu tête de con, quand même. On le salue. On l'embrasse. Alors il me dit, il te reste un quart d'heure, prends le studio à côté, et puis fais-en une. Donc j'ai écrit Nassim Kamil. Et paroles et musique, parce qu'il fallait la trouver, c'est parce que et la musique, elle est loin d'être nulle, en plus. Et puis on l'a faite, une première version, quoi, on l'a faite en direct. Et quand on est reparti, les filles du Standard, c'était donc en direct, elles disent, je sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui, le Standard a explosé. Ah bon, mais pourquoi? On sait pas, plein de gens appelés, machin, est-ce qu'ils sont en direct, est-ce que, bon. Et puis on s'est dit, c'est peut-être la chanson. Alors le lendemain, j'ai dit au mec, écoute, on va la refaire, mais exprès, parce qu'on veut voir un truc. Donc on l'a refait et ça explose. Et curieusement, on s'est pas dit on va faire un disque. Non, on l'a mis dans le spectacle. Par contre, elle est interprétée par un personnage complètement irradié par une centrale nucléaire du sud-ouest de la France. Et donc on l'a fait sur scène. Et c'est Hervé Hubert, le producteur, qui avait produit le lavabo de la gaffe et qui nous a tiré le luron à la fin de sa vie. Bien sûr, et qui nous a proposé d'en faire un disque. Il a dit si vous faites ça peut être un carton. Soir au resto, il était 3h du matin parce qu'il était venu nous voir jouer à Paris. On joue au Théâtre Grévin. Oui. Et à 3h du matin, je dis bon, Hervé, je t'appelle un taxi, tout ça, il pleuvait, c'est Paris, quoi. Et je la raccompagne, il me dit, tu sais, au fait, la chanson là que vous faites à la fin, tu fais un disque avec ça, tu fais un malheur. Et je lui dis, mais non. Il me dit, mais si. Et puis, il a dit, je lui ai dit, écoute, on le fait, mais si tu t'occupes de tout. Il s'est occupé de tout. Ouais. Et 2 mois, on a oublié cette histoire. 2 mois après, on finissait au Théâtre Grévin, c'est la dernière date, presque, il appelle, il dit, vous savez que c'est cet après-midi, quoi. L'enregistrement pour la chanson. Ah, putain, mais moi, il me manquait un couplet. Parce que sur scène, la chanson était plus courte que ce qui est... Et donc, dans le taxi, vous l'avez gratté dans le taxi. Ouais. Et puis, la vérité vraie, c'est qu'il y a des choristes, là, les gens ont entendu, il y a des chœurs qui chantent « Il nous prendra nu » dans la... les choristes, c'est Patricia, notre assistante, qui était là par hasard, et le chauffeur de taxi qu'on a dit. Non, à qui on a dit, vous voulez pas chanter sur un disque, on vous donne 100 balles. Et le mec, il dit, ah bah ouais, super. Donc il a garé le taxi, il est monté, il est gueulé. C'est génial. Ouais. Ça, vraiment, alors, et votre premier choix est très très loin de cet univers. Le tout premier choix que vous avez fait, c'est une chanteuse disparue trop prématurément, c'est Tammy Winehouse. Ouais. Je la vois mal chanter Je te prendrai nu avec son Camille. Non, mais pas pour là. Ça, elle, parce que moi, je suis totalement fan. D'accord. Parce que c'est la personne qui aura, de tout ce que j'ai vu de ma vie, le plus exprimé la douleur en faisant quelque chose. Mais dans la voix, déjà. Ouais, et puis, sa chanson, elle est prenante. Et j'en ai vu 25 prises vidéo de cette chanson. Même la dernière fois où elle était incapable de chanter, où elle a massacré. Mais je trouve que c'est un des trucs les plus émouvants qu'on puisse et cette chanson, c'est Back to Black. Ouais. Donc qui raconte en fait qu'un mec là s'est barré et qu'elle repart en dépression, quoi. Effectivement, en fait, ce mec, c'est Blake Fielder Civil, qu'il avait momentanément à l'époque de la chanson quitté. Elle va se marier avec lui encore après. Enfin, ils sont ensemble, ils se quittent. Enfin, c'est un peu compliqué, mais là, elle est en pleine souffrance et elle exprime sa souffrance. Et c'est Back to Black, c'est retour à Black. Retour à la dépression. C'est le prénom du mec, en fait. Voilà, Black. exactement. Et vous avez tout de suite senti à l'écoute de la voix, vous avez tout de suite senti qu'il y avait cette douleur intense. De toute façon, il y a des gens qui sont faits pour être sur scène. Et je pense qu'à notre niveau, on fait partie de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont cette espèce de grâce, ils montent sur scène, c'est autre chose. Personne d'autre le fera comme ça. On peut vous imiter, on peut faire semblant, on peut vous blacklister, on peut n'importe quoi. Vous êtes bon, là. Vous n'êtes pas bon peut-être ailleurs, mais là, c'est votre truc. C'est votre truc. Là. Et elle est touchée par la grâce quand elle fait ça. Et vous y croyez, cette espèce de malédiction du club des 27 ? Ah oui. Elle est morte à 27 ans, comme Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, ce qui est sûr, c'est Jimi Hendrix. C'est quand même dingue, comme ils avaient tous 27 balais, quoi. C'est tous des gens
exceptionnel, quoi. Vachement fort. Enfin, je sais pas comment on peut. Talentueux. Ouais, c'est le talent. Je pense que c'était un âge où ils ont tous été au sommet, surtout du déglingage total. Oui, c'est ça. Ils Ils n'ont pas bu que de l'eau minérale et du pastis. C'est ça. Je crois aussi que c'est l'âge auquel où on pense qu'on est immortel. Voilà. À 27 ans, on pense qu'on est immortel. Ouais. Parce qu'à 27 ans, on se dit, je suis très très loin d'être vieux. Ouais. Et on n'est pas con comme à 18 ans, parce qu'on a quand même déjà vécu des trucs. Ou c'est peut-être l'âge où on a déjà pris 10 ans de... Est-ce que vous disiez, Francis, 10 ans de trucs pas très sympas dans la tronche? On est encore dans l'excès, parce que et surtout, ils étaient en plein succès. Donc ça, au niveau de la tête, du cerveau, c'est excessif. Tout est excessif. Justement, vous avez rempli des Bercy et tout. Vous êtes jamais schnuffé. Donc ça prouve qu'on peut le faire autrement. Oui, bien sûr. C'est pas obligatoire, parce que même nous, l'humour, c'est très. Les gens qui vont défoncer ou bourrer sur scène et qui sont humoristes font des carnages, parce que c'est pas bon. C'est jamais bon. Il faut être en phase avec les gens. Il vous est arrivé de perdre un petit peu la tête, honnêtement? Alors, il y a eu un moment où c'était compliqué. Un peu. Ouais, mais en fait, je crois qu'on a eu la chance d'abord d'être deux. C'est ça, vous rattrapiez l'un l'autre. Ouais. On a passé de longues périodes à Paris, mais quand même, on revenait souvent dans un milieu qui a rien à voir avec vos familles, avec vos proches. Donc on sortait de la bulle un peu, et puis surtout on a eu un succès peut-être moins rapide que certains, c'est-à-dire qu'il a été constant, mais on est monté step by step. Et puis ce succès, vous êtes allé le chercher, quoi. On se l'est gagné, parce que quand vous êtes fils d'instit du Tarn ou fils de menuisier de Toulouse, vous n'êtes pas prédestiné à avoir vos entrées à Paris dans la jet set. C'est sûr. Alors, récemment, il y a un philosophe qui m'a fait une interview, ça m'a fait hurler de rire, parce qu'il m'a posé cette question, il m'a dit, alors, vous venez d'où, quand même, parce que c'est du chemin. Donc, je lui dis, bah oui, je lui dis ça. Et je lui dis, et vous? Mais comme ça, hors micro, hein, je lui dis, et vous? Alors, moi, il me dit, vous avez remarqué que j'ai mon visage qui est typé? Je lui dis, oui, il me dit, je suis indien d'origine, mais je suis prof de philo en France. Je lui dis, déjà, quel chemin? Il me dit, oui, surtout que mes parents m'ont jeté dans une poubelle à Calcutta, et c'est Mère Teresa qui m'a recueilli, qui m'a ramené en France. Donc, il est parti de loin. Ce qu'on appelle de la résilience, pour prendre un mot un petit peu à la mode en ce moment. Finalement, je suis parti de moins loin que lui. Alors, elle est partie très très loin maintenant, mais on a toujours beaucoup de plaisir à l'écouter. Ouais. C'est Amy Winehouse, Back to Black. Et quand vous étiez petit, on écoutait quoi chez vous? Alors mon père, il écoutait des humoristes. Il avait des disques de Fernand Reynaud, de Poiré-Serrault. Oui, tout ça. Je connaissais tout ça par cœur. Et j'ai jamais dit que je ferais ça d'ailleurs, mais je suis né là-dedans. Et autrement, j'ai toute une partie de ma famille, ils sont musiciens classiques. D'accord. Ouais. Mais vous ne vous êtes jamais dit à l'adolescence, machin, pour pécho au lycée? J'ai appris la guitare. C'est ça, tout seul. C'est un bon instrument, ça, pour pouvoir pécho. Ouais, absolument, bon ça marche. Et puis, c'était un peu pour faire un peu la nique à mes cousins qui étaient tous violoncellistes et je sais pas quoi. Comme ça, quand ils jouaient le canon de Pachelbel pour la fête des mères, moi, je me mettais la guitare avec eux, je disais, toi, j'y arrive aussi. Et le forestier, parachutiste, bien sûr. Tout ça. C'est une maison bleue et autres. Ouais. Mais moi, j'ai écrit mes chansons tout de suite. Tout de suite? Ouais. Bah, ça a été mon truc. À 16 ans, j'écrivais des chansons. J'avais un... Chansons drôles ou chansons? Les deux. Mais j'avais vraiment, et d'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans la liste parce que c'est hallucinant de qualité, c'est David McNeil, qui est pour moi le poète absolu. Il a fait des bouquins absolument géniaux, il a fait des paroles de chansons. Ouais. C'est le seul mec à qui j'ai demandé un autographe de ma vie. Pourtant, j'ai rencontré tout le métier. Hein, mais et lui, en plus, c'est large parce que de Hollywood pour Yves Montand à Mélissa pour Julien Clerc. Alors Hollywood, il l'a pas écrit pour Yves Montand. Hein. Non, il l'a écrit pour lui. C'est Yves Montand qui l'a récupéré. Et sa version à lui est très très belle. Elle est vachement mieux. La version, excusez-moi. Elle est moins populaire, mais. Ouais, mais c'était top. Il a fait 2-3 albums. Absolument. Et ses romans sont loin d'être ridicules aussi. Francis, vous, je crois que outre la musique, le sport a joué un rôle déterminant dans votre jeunesse. Pas spécialement. Non. Me serais-je trompé dans les... Oui, peut-être une fausse info. J'ai fait du sport, hein. Je faisais beaucoup de ski, j'ai fait du tennis, des trucs comme ça, mais j'étais pas dans les sports collectifs. Et champion minime de saut en hauteur. Ah non, ça c'est une fausse. C'est moi qui ai mis une fake. C'est un fake.
C'est une fausse bio qu'on avait fait et qui a circulé dans les médias. Champion minime de 100 hauteurs de Haute-Garonne. Je me suis demandé si c'était vrai ou pas. C'est ça l'humour, c'est de trouver un truc. Pour qu'un truc marche, il faut que ce soit plausible. Je crois que tu avais marqué aussi que j'avais fait du basket. Comme c'est pas trop haut. Non, basket, je l'aurais pas cru. Mais déjà, sur hauteur, il y a que des mecs grands. Ah ouais. Et alors, ça m'avait tué, j'avais mis ça sur le net. Tous les journalistes de Paris, ils commençaient les articles par cet ancien champion. Médaillé dans la catégorie minime. Et qui a inspiré Nougaro aussi. T'avais mis aussi qu'il avait inspiré Nougaro. J'avais mis qu'il était secrétaire de Nougaro. Et que c'est en chantant sous la douche que Nougaro l'avait entendu chanter et que Nougaro avait écrit la chanson Toulouse. Et il y a quand même des journalistes parisiens qui ont écrit ça. C'est-à-dire que les mecs ne vérifient rien du tout, quoi, en gros. Ouais, puis ils ont aucune culture. Et moi, je savais que j'allais vous. Non, bon, mais là, le son auteur. Son auteur, franchement, c'était crédible. Qui a inspiré Nougaro Toulouse. Déjà, faut ne rien connaître à l'histoire de la chanson française, parce que cette chanson, elle était créée avant même que vous naissiez ou pas loin, je pense, ou vous étiez en culot de course. Non. Justement, Nougaro, on y arrive parce que vous avez choisi, vous, Francis, une chanson de Claude Nougaro, Un été. Oui, bien sûr. Un été, parce qu'elle est moins connue, évidemment, que tous les grands classiques. Elle n'existe que sur un album live, d'ailleurs. Exactement. Mais j'adore cette chanson parce que quand on est toulousain, évidemment, c'est un peu comme Toulouse, c'est-à-dire qu'on se revoit exactement un été à Toulouse. Il décrit tellement les rues toulousaines, la chaleur. On se replonge dans l'enfance. Mais Claude Nougaro pour Toulouse, c'est quoi ? C'est le pape, c'est Dieu, bien sûr. C'est la figure emblématique, c'est lui qui a donné... Je me souviens d'un concert Place du Capitole avec l'orchestre de Plasson, l'orchestre national de Toulouse, qui a été comme une messe collective quand il a entonné. C'est des messes quand Nougaro venait. Il y a un silence, un recueillement. Quand il est rentré après Nougat York, quand il est revenu en France après cet énorme succès, il est venu à Toulouse au Palais des Sports. Je crois que tu y étais, toi. Moi, j'y étais. J'ai jamais vu ça. C'est une messe. Il y a 5000 personnes qui ont chanté a cappella Nougat York pendant 20 minutes. Et ce qui est quand même dingue, c'est de savoir que ce monsieur, au début des années 80, Barclay lui a rendu son contrat. Ouais. Il était fini. On lui avait clairement expliqué qu'il fallait... Sa renaissance, c'est Nougat York. C'est Nougat York, où il part là-bas, il rencontre Philippe Sess, et il fait cette chanson qui va le faire... Moi, je me souviens de l'émotion. Alors, vous parliez du Palais des Sports de Toulouse. Moi, je me souviens du Zénith de Paris, lorsqu'on lui remet aux Victoires de la musique. J'étais dans la salle, et qu'il prend le trophée, qu'il le lève vers le ciel et qu'il le dédie à son papa, Pierre, qui était chanteur lyrique, et où il disait, en fait, dans les coulisses ensuite, mais je pensais que j'étais mort. Enfin, en fait, le mec renaissait, mais renaissait en plus avec une statuette. Et puis reconnu par tous. Et voilà, bon, à Toulouse, on se demandait pas, mais quand même, c'était une renaissance formidable. Bon, c'est pas le premier chanteur qui a bénéficié du temps pour être reconnu. En fait, le temps, comme Aznavour, qui a été longtemps critiqué, et puis avec le temps, Henri Salvador, qui a été reconnu pour ce qu'il était à la fin de sa vie. Voilà. Mais c'est pas parfois un petit peu injuste et cruel ce métier? Si. Enfin, nous, et vous le vivez comment, vous, tout ça? On a été humiliés au début, quelquefois, parce que c'est un métier où les gens sont... En fait, il y a quelques génies et beaucoup de tarés. Donc, j'aime bien votre définition. Non, mais il y a quelques génies, parce que pour moi, les idées, c'est ça le plus fort, le plus dur, de trouver des idées, quelles qu'elles soient. Après, on les aime pas, mais il y a des gens qui ont les idées, et il y a des gens qui ont des idées sur les idées des gens. Et ces gens-là sont nuisibles. Ils sont nuisibles pour faire des films, ils sont nuisibles pour faire des disques, ils sont nuisibles à la télé. C'est des empêcheurs. Voilà, il faut s'encadrer ces mecs-là. Alors au début, nous maintenant, on a des chiffres avec nous. On dit au mec, même le mec qui nous aime pas, on lui dit écoute, là, Sim Camille, on en a fait qu'un disque. Voilà, et on a vendu tant. Voilà, on a vendu 400 000, ça va. Ou la télé, les audiences, ça. Mais il faut se taper ces gens-là. Et nous, même au niveau où on est là, on fait des films, on fait tout ça, on fait à peu près ce qu'on veut. Hein. Oui. Moi ce matin, voilà, j'ai passé 1 heure au téléphone avec des comme ça, qui ont un tout petit pouvoir et qui disent oui, mais quoi? Même maintenant. Même au stade où vous êtes tous les deux. Oui, c'est pas qu'ils nous empêchent de faire des choses, mais ils nous compliquent la situation, quoi. Le mec, c'est. Et voilà. Bon, ce qui est quand même plutôt rassurant dans ce métier, c'est que
le public a toujours raison et le talent gagne toujours. Oui. Et c'est le temps aussi qui en décide. Mais c'est vrai que quand on démarre, peut-être que, je sais pas. C'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué dans le métier. Est-ce que c'est pas une mise à l'épreuve aussi pour voir si vous aurez vraiment quelque chose on aurait fait exactement la même chose pour beaucoup moins de gloire et d'argent. Donc ça n'était pas le problème. C'est pour ça que quand on s'est pris des tôles, parce qu'on a perdu des fortunes à Paris. Au début, on a produit et... c'est ça, vous avez toujours été producteur de vos spectacles. Ouais. Ça, il faut le préciser. Oui. Et la liberté, l'état d'esprit là, quand même. Beaucoup d'argent, on l'a tout subi. Et on repartait en tournée, refaire l'argent qu'on avait perdu, et moi je disais toujours, on revient, et même si on peut, on revient 2 fois par an, parce qu'un jour, ça je pense que moi j'étais le moteur de ça, je disais, un jour, il y aura feu vert et ça va être nous. Et c'est arrivé. Et ça l'a été. Ouais. Quelqu'un pour qui le talent et le public a toujours été là. Le talent, il en avait beaucoup. Un été, Monsieur Claude Nougaro, le choix de Francis Ginibre dans Les chansons de ma vie sur Radio J. Un été, le choix des Chevaliers du Fiel sur Radio J dans Les chansons de ma vie. Eric, on va rester avec vous et dans les pères fondateurs de la chanson française, puisque c'est un certain Jacques Brel que vous avez choisi de nous faire écouter. Là, c'est pareil. Moi, c'est des gens qui sur scène sont des monuments. Brel, d'ailleurs c'est frappant je trouve, quelques dizaines d'années après sa disparition, c'est le cas aussi d'autres comme Brassens, comme je sais pas quoi, Brel ça ne date pas, c'est-à-dire que c'est frappant. Par exemple moi j'étais fan de Brassens, j'ai appris la guitare en jouant du Brassens, voilà, et qui faisait d'ailleurs des accords très compliqués. Oui, on a toujours dit que les mélodies c'était machin, c'était les plus durs à jouer, des 6e, des 7e, des 9e diminués, enfin, etc. Mais aujourd'hui, c'est presque pas inécoutable, mais pas loin. On n'y pense pas à Brassens, alors que c'est un grand artiste. Et que c'est génial. Et Brel, c'est totalement actuel, ces gens-là, ou beau et con à la fois. Vous avez choisi de nous faire réécouter ces gens-là. Ouais. C'est plus qu'une chanson, c'est une fresque. Oui. C'est une fresque, c'est un portrait d'un certain type d'individu, corseté, bien pensant, toujours du bon côté du manche. Tout ce que vous adorez, j'imagine. Justement, voilà, c'est que Brel, il a dit d'une manière dramatique ce que nous on dit en déconnant. C'est-à-dire que on a le droit de décrire la bêtise et d'en rire. Lui, il l'a décrite et c'est même pas un portrait, c'est un procès qu'il fait. Totalement. C'est une charge, mais une charge qui est tellement en même temps. Et ces gens-là, on a presque de la tendresse pour eux à la fin. Oui, mais c'est pas méchant. Il y a quelque chose de très juste dans le trait, et finalement, on arrive presque à les plaindre à la fin. Ouais. Et puis Brel, il avait ce truc des artistes qu'on a, je pense tous plus ou moins, c'est cette espèce d'extrême solitude au moment où on écrit les choses, parce que ça moi, je comprends pas les gens qui écrivent à plusieurs. C'est un truc, ça m'a toujours dépassé. Parce que pour moi, quand on écrit, c'est comme un mec qui peint. Il y a personne qui peint à plusieurs. Vous imaginez, vous faites un super truc, et il y a un mec qui arrive derrière, il met un trait vert, il dit. Et ça peut être un parfois auteur et compositeur, ça oui. Oui, vous parlez d'écrire le texte ou la musique à plusieurs. Moi, je ne comprends pas. Il y a quelques belles chansons qui ont été créées comme ça. Tant mieux, mais Francis Cabrel racontait il y a pas très longtemps que c'est écrit. Un copain lui avait amené un bout de mélodie, et Roger Secco, son batteur, pour ne pas le citer. Et puis Michel Françoise lui avait amené autre chose. Et puis il a collé ces 2 bouts. Il a eu ce talent de faire un collage. Ouais. C'est aussi un talent. Oui. Et il a eu la musique de cet écrit. Il avait un texte, il n'avait pas de musique, et ça collait parfaitement. Non, mais ça peut, donc ça peut arriver, quoi. Ça peut. Mais moi, c'est de la magie, quoi. J'imagine très bien Brel en train d'écrire ces gens-là. Je pense pas qu'ils étaient 15 sur la table. C'est clair. Il y avait pas, pour reprendre un truc à la mode en ce moment, où vous avez des ateliers d'écriture. C'est l'escroquerie du siècle. Bien sûr. Et à bicyclette, ou Ne me quitte pas, bien sûr, à plusieurs. Je dis, les moyennes d'idées ne font que des idées moyennes. Elle est jolie, celle-là. Vous devriez la déposer. Elle est mignonne. Alors, comme Brel, lui, avec des fortunes diverses, vous réalisez aussi des films, donc on en parlait. Qu'est-ce que le 7e art vous apporte, que la scène, que le spectacle vivant ne vous permet pas ou ne vous donne pas? Déjà de jouer avec d'autres comédiens, c'est le seul endroit où on joue avec d'autres comédiens. Et puis on part dans des fictions, c'est un autre univers que le théâtre, où évidemment c'est plus la performance, où on excelle par la performance. Là, on rentre dans des trucs plus délicats. Mais par contre, c'est pas notre milieu de prédilection, on va dire. Mais ça peut le devenir. Mais c'est vrai que les 2 premiers films, c'était un peu dans la souffrance quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils vous ont
vu arriver avec des gros sabots? Parce que c'est des gens, vous devez les connaître, les gens de cinéma, le milieu du cinéma, franchement, c'est moyenâgeux, ils sont pénibles. Non mais ça, moi je dis toujours à un mec, dans une tournée de Zénith, un mec qui porte les câbles, on dit c'est le mec qui porte les câbles. Oui. Au cinéma, le mec qui porte les câbles, c'est le mec qui porte les câbles du cinéma. C'est ça. C'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre. Le 7e câble. Et C'est ça, le c'est mec, ça, il a le porté un mec, câble dans un film il a de une petite Besson. auréole, quoi, en fait. Ouais, il a porté un câble dans un film de Besson, donc attention, il sait de quoi il parle. Et ils sont un peu casse-burnes. Et en fait, là, on va en faire. J'adore votre franc-parler. Ah oui, mais alors attendez, moi je leur dis à eux ça, et même aux grands patrons du cinéma français quand on les rencontre pour monter nos productions, et moi je leur dis mais vraiment vous êtes, et moi ça me fait bien marrer les plateformes qui arrivent, Netflix et tout ça, parce que c'est moderne, c'est nouveau, Et c'est en train de flinguer le cinéma. et ça les met quand même sur la touche, ils sont obligés de se bouger et d'être un peu modernes dans leur tête. Moins dire... 40% dans les fréquentations, là, quand même. Ouais. C'est Alors ça, chaud, on peut pas, nous-mêmes faisons on peut pas se réjouir de ça. On n'est pas réjouis de ça. Mais s'ils pouvaient se dire, par exemple, nous, nos films sur les plateformes, Netflix, tout ça, ils sont en tête, ils cartonnent. Et par contre, les décideurs de le cinéma, je dis, alors eux, oui, mais quand même, il faudrait voir, parce que oui, d'accord. Et quoi, il se passe un petit peu le nez quand ils vous parlent? Comme tous les trucs populaires. Hein. Et si des jeunes avec vous, ils mangent avec une grande fourchette, c'est... Non, si on paye, ils sont là. Hein. D'accord. Non, mais le public est là quand même. Mais oui. Donc ça, c'est un truc qui devrait quand même mettre tout le monde d'accord. Il préfère avoir raison devant les salles vides. C'est ça. Mais nous, c'est toujours le même problème. C'est qu'on a tellement l'habitude d'être deux. Eric écrit, il décide pas mal de choses et en fait la décision elle se prend à deux, on le joue à deux, tout se passe à deux, ça va très vite. Là, d'un seul coup, d'arriver sur des plateaux où il y a 100 mecs à remuer, il y a tous ces décisionnaires qui sont autour pour financer tout ça, qui donnent leur grain de sel, c'est ça que nous on a du mal à... oui, parce que le cinéma lui-même c'est génial, c'est rien à dire. Hein. Voilà. Mais c'est le fonctionnement, c'est le processus de décision. Il faut savoir, alors là c'est peut-être pas le thème de l'émission, mais si les gens ils savaient comment ça marche le business du cinéma, c'est des trucs d'enfoirés. Par exemple, nous, non, mais c'est vrai, nous, notre premier film, qui était un film produit normalement, etc., après, il y a le problème de la distribution d'un film. Or, la distribution d'un film, c'est comme un magasin qui vend des nouilles. Si les nouilles, elles sont pas sur le présentoir, vous les achetez pas. Oui. Bon, vous, votre premier film, on vous dit, bon, alors vous vous retrouvez dans le box-office avec tout le monde. Oui. Les grands films, ils ont 700 salles, et vous en avez 150. Le mec, il dit, le Sud-Ouest est couvert dans le Gers. Alors, le Gers, c'est un département du Sud-Ouest. Hein. Oui. Dans le Gers, il y a un bled qui s'appelle Montvezin. Oui. Il y a 800 habitants, je crois. Et un cinéma qui est ouvert un mercredi sur 2. Et ben, eux, c'est compté comme une salle, ça. Et vous êtes dans le box-office. Et ils disent, cette année, cette semaine, ça a un peu baissé. Et vous avez 6 fois moins de salles que les autres. C'est juste mathématique. Nous, notre justice, ça aurait été la télé, parce que tous les gens reçoivent la télé, tous les gens sont sondés, et nous, on fait des cartons. Et on a le choix de vous voir ou pas. C'est pas un mec qui dit, quand même, nos 2 premiers films ne sont pas sortis à Paris. C'est ça. Ils n'ont pas été... pas de distribution nationale. Pas de salle. Non, pas de salle. Il y a eu une salle à Levallois-Perret qui Levallois-Perret, c'est pendant une semaine. C'est notre ami qui avait dû le... Oui, voilà. C'est Balkany qui avait... Voilà. Et après, c'est Barjot. Heureusement, après, il y a eu Netflix qui, pareil, à l'accès. Et puis maintenant, on peut parler. Maintenant, on dit, attends, moi, si c'est pas dans 500 salles, j'y vais pas. Si c'est pas comme ça. Mais au début, on sait pas. On dit, tout le monde est honnête. Non. Faut croire. Mais voilà, là, ça nous a fait une petite leçon de choses sur les choses du cinéma. Ouais. J'en reviens très très vite à Jacques Brel avant de l'écouter. Ce monsieur qui, au zénith de sa carrière, décide de tout quitter, de peur de devenir habile, de faire le combat de trop, de faire le disque de trop. Ça vous parle, ça? Vous dites un jour, il faudra s'arrêter avant que ça devienne de l'automatisme. C'est l'envie. Oui, c'est ça. Il faut que l'envie... Si on en a marre, si on sent que effectivement on n'a plus rien à gagner, Et vous arrivez à vous surprendre encore sur scène? Ah ouais. Oui. Vous arrivez encore là, on vient de vous faire marrer pour la télé, une pièce qui s'appelle Mamie d'enfer, qui n'a pas le temps de partir en tournée parce qu'on en fait trop. Oui. Et c'est tout nouveau. Et on s'est amusé, on a rigolé. On a ri comme des malades à faire ce truc. On est les premiers à s'amuser. Ouais. C'est là où on s'ennuie le moins, nous, sur scène. Ouais. C'est dans la vie, le moment de vacances. C'est le soir. Ouais. Et toute la journée, tout le reste, c'est assez pénible. Pas pénible, mais bon. Bon, c'est la vie, quoi. Ouais, c'est la vie. Le soir, c'est la récré. Le soir, c'est le moment où on dit, alors maintenant... Et la journée, c'est le pain, et le soir, c'est le chocolat, quoi. Ouais, c'est ça. On dit, on va se marrer, on va déconner, on est des enfants.
Quelqu'un qui est toujours monté sur scène avec un trac immense, et c'est d'ailleurs, je crois, une des raisons pour lesquelles il a arrêté un jour, c'est Jacques Brel que vous avez choisi. Ces gens-là, on l'écoute. Ces gens-là, le choix des Chevaliers du Fiel dans les chansons de ma vie sur Radio J. On va changer radicalement de style, et là, on va aller un petit retour en arrière, 1972, Stevie Wonder, Superstition. Oui. Une chanson composée, alors... J'ai appris ça, alors j'espère que ce n'est pas une fausse info. J'ai pas pu vérifier, j'ai pas pu avoir Jeff Beck au téléphone cette nuit. Ah, Jeff Beck, j'adore. Et il semblerait que Stevie Wonder soit parti sur une intro au piano pendant que Jeff Beck, qui est plutôt guitariste à la base, faisait une impro de batterie. Et qui avait un truc de batterie qui a plu à Stevie Wonder et qui serait parti là-dessus. Par contre, Jeff Beck l'a repris, Superstition, dans un album qui est d'ailleurs une version surprenante et totalement décalée. Voilà. Mais j'ai choisi alors Stevie Wonder d'abord parce que c'est dur de prendre 3 morceaux comme ça pour résumer tout ce qu'on a pu aimer dans une vie. Donc j'ai attendu déjà le choix d'Eric pour pas retomber sur les mêmes trucs, parce que sinon j'aurais pris Amy Winehouse aussi. Oui. Mais on va dire qu'Amy Winehouse. Mais Stevie Wonder, ça correspond déjà à une période de ma vie où justement je faisais des groupes et de la musique, et donc moi j'étais penché sur le rhythm and blues, et les années Motown, c'est incontournable. Et vous étiez plutôt Stax ou Motown, vous? Motown plutôt. Et en fait, pour moi, Stevie Wonder, c'est le plus grand mélodiste qu'il y a eu à cette époque-là, quoi. Il y a combien de mélodies qui ont été reprises ensuite par même les groupes de rap et tout ça. C'est extrêmement samplé, bien sûr. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose de la joie dans cette voix. Même quand il chante des choses qui sont pas spécialement joyeuses. Superstition, c'est pas un texte à se rouler par terre de rire, quoi. Non. Mais il y a quelque chose, il porte la vie, ce monsieur, dans... Ouais, exactement. Et il porte la lumière, et pourtant il la voit pas. Ouais, et qu'est-ce qui vous touche dans son histoire? Il a une histoire qui est complètement dingue. Little Stevie Wonder, il a quoi? Il a 8 ans quand il commence. Ouais. C'est un genre de petit Mozart, quoi. C'est ça. Et après toute sa vie, il tient quand même la distance, parce que à chaque fois il sort des albums. The Song of the Key of the Life, je crois que c'est un double album, mais fabuleux. Encore aujourd'hui, j'écoute ça, mais ça n'a pas... Vous l'avez vu sur scène? Non. Est-ce que vous n'avez jamais eu l'occasion de le rencontrer? Non, jamais. Non. Il vous arrive d'être fan parfois, quand sur des plateaux, vous voyez des gens qui vous ont fait rêver quand vous étiez gamin? Et ça vous arrive d'aller prendre la photo? Bon, vous nous avez raconté beaucoup d'autographes de David McNeil. Souvent, c'est arrivé. Bien sûr. Avec Michel Jonas, par exemple, qu'on a beaucoup aimé. Et puis maintenant, on a pu l'inviter dans notre émission. Ça fait un drôle d'effet. T'invites des mecs qui t'ont fait rêver. Qui t'ont fait rêver quand on allait voir sur scène. C'est vrai, Jonas à Toulouse, c'était un grand moment à la Logra. Avec les frères Sims, tout ça, c'était vachement bien. Ça, c'était Univers Luni, c'était 1984, c'était vos débuts. Et lui, c'était un spectacle magnifique au Palais des Sports de Paris. Et des chansons fabuleuses aussi. Il y a d'autres gens comme ça qui vous ont donné envie, qui vous ont fait rêver, que vous aviez envie de rencontrer. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens que vous aimiez, quand vous les avez rencontrés, vous vous êtes dit, il était quand même urgent de ne pas le rencontrer. Ouais, parce que chez Drucker, pendant des années, on recevait des gens. Vous aviez votre petit rond de serviette, voilà. Et donc, moi, je devais écrire un poème ou une chanson à l'invité principal, donc pendant toute une saison. Donc, j'ai écrit des chansons pour des gens. Je me disais, qu'est-ce que je peux rien écrire dessus. Et après on les connaissances, mais ils sont vraiment géniaux. Ils sont super sympas, bien sûr. Et l'inverse aussi. Oui. On a eu la chance de rencontrer Aznavour. Ça, c'est vrai que Aznavour, c'est quand même quelqu'un qu'on a adoré. Ça, c'est quelqu'un que j'ai le bonheur de fréquenter aussi. Aznavour. Non, plein de situations. Est-ce que vous êtes fait ce constat que souvent les gens, on parlait de Charles Aznavour, c'est vraiment l'exemple type, les gens les plus simples étaient souvent les plus talentueux? Oui. Par exemple, Belmondo, il nous a produit à un moment, Belmondo. Oui. Je ne savais pas ça. Non, mais c'était énorme. Dans son théâtre, le théâtre des variétés. On passe devant son théâtre, les variétés, il a été le patron de ça. Et nous, on n'a jamais donné des cassettes ou des trucs à des gens, enfin bon. Et sur le perron du théâtre, nous, on rentrait d'une campagne parisienne au théâtre Trévis qui avait été assez redoutable. Oui, vous avez perdu un petit peu d'argent. Voilà. Et donc, on avait un peu le moral en bas des chaussettes et on passe devant les variétés. Et là, il y a Alain Belmondo, le frère de Jean-Paul. Alors, il nous reconnaît parce qu'on faisait déjà 2-3 télés. Il nous reconnaît, bonjour les gars, ça va à Toulouse, ou je sais plus. Je dis, ouais. Et puis là, ça me prend l'inspiration. Je lui dis,
vous êtes de la famille de Jean-Paul Belmondo? Il me dit, son frère. Son frère. Ah, très bien, sympa. Et je lui dis, on peut vous demander un truc? Il me dit, ouais. Je lui dis, si jamais vous avez un ou deux lundis où il n'y a rien au variété, est-ce qu'on peut venir jouer? Parce que nous, voilà, c'est pas facile à Paris, ailleurs ça marche, mais bon, Il dit, ouais, vous avez un truc à laisser. Et par hasard, on avait un DVD. Vous lui filez le truc. Je donne le DVD. Exactement. Et le soir, Jean-Paul, il m'appelle. Jean-Paul Belmondo, il me dit, j'ai vu le DVD, j'ai pas rigolé comme ça depuis 10 ans, vous êtes libre? Et je dis, ouais. Et il dit, alors vous commencez dans 15 jours variété, c'est tous les jours, c'est moi qui produis. Et donc on a commencé incroyable, en plein mois de novembre, il a déprogrammé une pièce qui se jouait. Une pièce avec des stars, hein. Oui, il a tout viré. Ouais. Et il a mis nous. Et ça a cartonné. Et on a joué des mois. On a joué 6 mois. 6 mois. Et alors, moi j'avais dit, parce qu'on a toujours des doutes. Alors moi, je m'étais dit, il faut quand même qu'on puisse vivre, parce que d'accord, on joue variété, mais voilà, ça va pas être plein tout le temps, enfin, ça va être compliqué, tout ça. Et donc, on avait un avocat débutant, et j'avais dit à l'avocat, écoute, appelle son avocat, parce que Jean-Paul Belmondo, il m'avait dit, votre avocat, puisqu'il pensait que vraiment on avait un avocat, votre avocat, que votre homme de loi. Voilà, appelle le mien. Donc je lui dis, je préviens. Tout de suite, tu lui dis que Francis et moi, on veut au moins 2000 balles par mois, que tu vois, et puis qu'il nous paye un appartement, parce qu'à Paris, on va pas s'en sortir, tout ça. Je lui dis, tu l'appelles demain et tout. Enfin, et le mec a accepté tout. Non, c'est pas il a accepté tout. Le mec, il appelle, il dit, alors, au niveau des conditions financières, et l'avocat de Belmondo, il dit, voilà ce qu'on vous propose. C'est à peu près 10 fois plus. Hein. D'accord. Et il dit, on vous propose ça va? Et l'autre fait, oui, je pense que... Je vais réfléchir. Et donc, je l'appelle à midi, je dis, alors, tu l'as eu? Ouais. Il me dit, j'ai rien discuté. Ah ouais? Il me dit, ah non, mais il me dit, c'est de la folie. Il vous reçoit comme des princes. Comme des rois. Ouais. Allez, ça nous a un tout petit peu éloigné de Stevie Wonder, mais... Oui, désolé. Non, je vous en prie, c'était un plaisir. On l'a perdu de vue, Stevie Wonder. Celle-là, oui. Celle-là, même Gilbert Montagnier ne la fait pas. Superstition, Stevie Wonder. Superstition, Stevie Wonder, le choix des Chevaliers du Fiel sur Radio J dans les chansons de ma vie. Alors, nous sommes sur Radio J, une radio culturelle et cultuelle. C'est donc l'heure de ma question, Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça. Messieurs, quel rapport vous entretenez avec la spiritualité, avec la religion? Déjà, il y a une grande différence entre Dieu et la religion. Oui, alors, on va dire plus globalement avec la spiritualité. Voilà. La spiritualité, je sais pas, là c'est personnel. Oui, moi j'ai vécu dans la religion jusqu'à l'âge de 16 ans, puisque j'étais dans des chorales catholiques, dans des lycées catholiques. Donc évidemment j'étais... vous en êtes pas trop mal tiré quand même. Je m'en suis tiré. Je m'en suis tiré. Des deux. Mais non, j'ai pas d'avis sur les gens qui croient en Dieu et tout ça. Mais c'est vrai que par contre, je suis un poil allergique aux religions. Voilà. Bon, je dois le dire. Moi, je suis né dans l'anticléricalisme du Sud traditionnel des profs de gauche. Assumé. Donc, totalement assumé. Je suis né là-dedans et pour autant, j'ai pas du tout une vision... anticléricale. Ouais, enfin, voilà. Par exemple, pour ne parler que de la religion catholique, mais ce qu'on découvre des curés et tout ça, et que tout le monde subodorait, et que tout le monde avait des exemples de curés qui étaient un petit peu taquins. Voilà. Qui étaient un petit peu joueurs. Ce qu'on apprend de ça, pour moi j'en mets dans tous mes spectacles des curés pervers, parce que je trouve que c'est le pire du pire. C'est-à-dire que le mec, il passe sa vie à expliquer aux gens ce qu'il faut pas faire. Et le lui, bien, le mal, et lui c'est fait. Un monstre. Voilà. Alors donc là, on parle pas de Dieu, on parle de ses représentants de commerce. Bien sûr. Bon, c'est pas pareil. C'est pas. Après, ce qu'on fait, après la spiritualité, oui, bien sûr, on a. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de religion, on peut encore en rire aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on peut plus rire de grand chose. C'est difficile, très difficile. Vous la sentez, cette espèce de petite chape de plomb, vous dont le métier est de faire rire? Cette espèce d'autocensure qui est presque pire que la censure. Je suis bien d'accord, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Les humoristes d'aujourd'hui, ils font des sketchs pour la télé, donc ils savent ce qui va pas passer, donc ils les écrivent pas. Voilà. Nous, il y a 20 ans, chez Drucker, on a fait Marie qui se fait choper par le Saint-Esprit par derrière, et moi j'ai fait Jésus sur un étendoir à linge. Et Michel, il avait passé ce sketch un week-end de Pâques. Ça avait fait un scandale, mais à l'Assemblée nationale, la question avait été posée. Est-ce que l'État français peut continuer à payer des artistes qui font ça? C'est Griotteret, non? Je sais pas. Ouais. Un homme bien. Ouais. Et donc, libéral. avec quand même, on a quand même pu le faire.
aujourd'hui... Et parce qu'il y avait Michel qui avait aussi... bien sûr, voilà. Les tripes pour il a dit, mais ça. ouais, on le fait. Voilà, alors après, ça déchaîne des passions insensées. Enfin, moi, je trouve... Ah, c'est sûr qu'on est loin de l'époque des Proches, de Coluche... De Jean-Yann, de Jacques Martin. Qui pouvait balancer quand même, où tout le monde disait, oui, c'est de l'humour. Là, aujourd'hui, on peut pas dire c'est de l'humour. Les réseaux sociaux... on fait des choses. Enfin, le mauvais côté il y a un bon côté des réseaux sociaux. Le mauvais, c'est ça, c'est que tout. C'est ça, c'est moi qui invente que Francis a fait du son auteur minime et ça peut faire. Moi, je vous le balance. À l'arrivée, c'est ça, parce que lui entre deux lignes, on dit bon, il a fait ça. Oui, voilà. En plus, c'était pas improbable. Mais t'as vu ma taille? Je faisais du son en hauteur, mais donc les religions, nous-mêmes, on est très frileux avec ça, mais bon, voilà, moi en fait... Vous ne vous interdisez rien, vous, sur scène? Non. C'est quoi la limite pour vous? C'est que ça fasse rire. C'est la seule limite. Que ça nous fasse rire. Ça vous fasse rire, d'accord. Ouais, c'est ça la limite. Ouais. On revient aux chansons avec quelqu'un que vous avez choisi, Lou Reed, Walk on the Wild Side, 1972. Alors là, pour le coup, c'est bizarre que cette chanson ait échappé à la censure. Quand on écoute les paroles, mais voilà. Alors là, justement, moi j'ai chanté ça parce que quand je chantais dans les bars et tout ça, je chantais ça. Et je trouvais avec la voix grave comme ça, la mélodie géniale, tout ça, machin. Mais j'aimerais bien vous entendre chanter des chansons sérieuses. Je suis tombé, je fais une petite parenthèse, un jour sur un document de Coluche à ses débuts, chantant des chansons. Oui. Il chantait des chansons d'amour. Oui. C'était chiant comme la mort. Popek au départ chantait des chansons. Il a fallu que Eddie Marnet, un auteur ô combien connu, lui dise arrête, tu vas droit dans le mur. Sous le nom de Jean Hébert, il chantait des chansons d'amour. Mais c'était Mon premier spectacle, c'était un spectacle où j'étais seul, un one-man show, hyper politisé et hyper triste. Avec des chansons genre... il y avait des chansons, mais oui, c'était ça. C'était plein parce qu'à la fac, les gens me connaissaient, donc ils étaient venus. Et je devais jouer trois soirs. C'était un truc à Toulouse, ça s'appelait à Basse-Cour. Oui, je me rappelle. Et j'ai joué là. Et le premier soir, je dis à ma copine... Je lui dis, c'était plein, mais je crois que c'était vraiment chiant. Et elle me dit, ouais, c'était chiant. Et je lui dis, écoute, je fais un pari, comme de toute façon, je pensais pas en faire un métier. Demain, je fais la même chose, le même texte, mais en déconnant. Le lendemain, j'ai fait la même chose, mais en déconnant tout. Et ça cartonne. Et ça cartonne. Et vous avez dit, c'est là le truc. Je suis fait pour ça. C'est ça que je dois faire. Je dois faire une manif de la CGT en déconnant, voilà. Et là, c'est parti. Alors là, la chanson que vous avez choisie, donc elle parle de transidentité. Ouais, mais là, c'est un quiproquo. De fellation. Voilà, parce que moi j'ai chanté cette chanson, je suis tout à fait inculte en anglais, enfin je parle que juste pour arriver à prendre un taxi, donc je me suis jamais demandé ce que ça racontait. Et alors, je veux dire, c'est récent, il y a 1 an, ma fille, pour son anniversaire, elle invite plein de copains, et je me dis, tiens, je vais lui faire une surprise. Comme c'est en anglais et qu'elle se fout de moi, elle parle couramment, moi non. J'ai dit, je vais apprendre une chanson bien en anglais. Et je vais la faire. Donc, je me mets à répéter ça, et tout. Et au bout d'un moment que je la répète, je me dis, alors oui, bon, walk on a walk, ça, et alors, qu'est-ce que ça dit? Et là, j'ai dit, pas possible, je comprends pas. Donc, je vais sur le net avec un traducteur, là, et on me traduit la chanson. Et je me rends compte que c'est l'horreur totale. C'est quand même l'histoire d'un travelot. Bien sûr. Qui, pour une dose, va se faire mettre dans un arrière-bar. Voilà, et avec une petite fellation en plus, quand même. Ça, c'était la cerise on the cake. Pour l'anniversaire de ma fille, je vais chanter, en gros, en français, je suis un travelot, je vais me faire chauffer. Elle fêtait, elle soufflait combien de bougies, votre 25, fille? elle avait. 25 ans pour un anniversaire. Bon anniversaire. Et donc, c'est pour le clin d'œil, puisque la chanson, elle est magnifique. Je pense que la plupart des gens qui l'aiment ne savent pas ce qu'elle raconte. Effectivement. Alors, écoutez, moi, je vous propose de l'écouter, cette chanson, donc chantée par monsieur Lou Rabinovitch. J'ai appris que c'était son vrai nom. Voilà, dans une famille juive assez orthodoxe au départ. Puis il a un peu dévié. Il a un tout petit peu dévié. Cette icône, ce fondateur du Velvet Underground, Lou Reed, Walk on the Wild Side, on l'écoute. Walk on the White Side, le choix des Chevaliers du Fiel. Messieurs, on pourrait rester la nuit entière, la soirée entière. On peut parler musique. À parler avec vous, c'est un vrai bonheur de vous avoir à ce micro. Je rappelle votre actualité parisienne, du 10 au 21 janvier, Travaux d'enfer, au Théâtre des Folies Bergères. Voilà. Donc voilà, une scène parisienne parmi une grande tournée. Oui. On est content de faire. C'est une des salles qu'on a préféré faire à Paris.
je crois qu'on les a toutes faites. Mais, oui, c'est et vous repartez très beau musical. Oui, là, derrière, il y a tout de suite après, hein, c'est parti pour les Zéniths de Nantes, de Montpellier, de Clermont-Ferrand, Nice, Marseille, Lyon, Montpellier, Lille. Il y en a plein. Vous passez combien de temps par jour ensemble? Par jour. Enfin, combien de jours par an? Par an. Vos épouses, vos compagnes respectives le prennent comment? Elles n'ont pas le choix, déjà. En fait, elles ont une certaine liberté aussi. Non, c'est le métier. Alors, oui, c'est le métier qui veut ça, mais quand même, depuis ces histoires de confinement, tout ça, on fait plus des périodes où on travaille beaucoup, oui, et des périodes où on travaille plus. Enfin, moi j'écris, mais on n'est plus en tournée ou en télé, tout ça. Et donc il y a plus des breaks. Et vous produisez d'autres gens aussi. Je sais que vous êtes propriétaire d'un théâtre à Avignon, de deux théâtres à Avignon. Ouais. Il y a le Paris, c'est quoi? Non, à Avignon maintenant il n'y a que le Paris. Oui. Mais à Toulouse on a un autre théâtre. D'accord. Et aussi une salle de concert de musique qui cartonne, qui s'appelle le Rex. Et vous produisez des gens. On a produit beaucoup. Vous faites ce que Belmondo a fait avec vous à l'époque. Mais on le fait parce que Belmondo il a fait beaucoup pour nous, mais nous on a été clean avec lui. Et des artistes vertébrés, c'est compliqué. À un moment on en produisait pas mal. On a perdu pas mal d'argent, mais bon, ça c'est le jeu. Oui. Mais on peut pas leur reprocher. Par contre... Non, on s'était dit qu'en fait, comme on est artiste, on allait avoir un autre lien avec les artistes. Oui. Puisque il y a une compréhension. Ce qui n'est pas toujours évident. Non, en fait, non. Parce que quand on est producteur... On est producteur. Voilà, on est producteur. Et on est le patron et on est le salaud de patron. Ouais, voilà. Nous, on avait le défaut d'être des artistes. C'est-à-dire que... on pensait à la fois à notre carrière d'artiste et à la leur. Oui. Mais en fait, dans un cerveau d'artiste, il y a de la place ne pense qu'à soi pour un artiste. Effectivement. Une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Je vais commencer par vous, Francis. Et quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait aujourd'hui? C'est ta bagnole, dis-le. Non, c'est toute la vie qu'on a vécue avec Eric, parce que c'est quand même une superbe aventure. De parier, de réussir dans ce métier, c'est déjà un truc improbable. C'est presque le loto, quoi, quand même. Bon, on a tout fait pour que ça marche, travailler, pour que ça marche. Mais après, la probabilité d'arriver en haut et à ce niveau-là, non, merci la vie. Et vous, Eric? Ouais, c'est un peu ça, hein, parce que... enfin, moi, pour être tout à fait franc, à 18 ans, je me suis dit, je vais arriver à un truc et je vais être connu pour ça. Mais je n'avais pas ça par folie mégalomaniaque. Vous le saviez? Parce que j'étais sûr que c'était mon destin. Donc, il y avait une espèce de sérénité qui nous a fait traverser des tempêtes, où je disais, non, mais ça va. Vous y avez toujours cru, même quand vous avez tout paumé, et quand vous partiez à zéro, quand vous aviez mis, franchement, des gages personnels, quoi. Oui, plein de fois, j'ai hypothéqué 13 fois mon appartement. 13 fois? Ouais. Et vous l'avez gardé? Oui, bien sûr. Mais, à un moment, on a eu un producteur, pas longtemps, qui s'appelle, il est toujours vivant, il s'appelle Jimmy Levy, il a été notre producteur. Et, à une époque, on galérait, et on lui doit ça, savoir qu'il nous a pris à un moment où c'était pas simple. Pas simple. Mais moi, je trouvais quand même que ça n'avançait pas assez vite. Et la plupart du temps, il avait un paperboard dans son bureau. Oui. Et j'écrivais des messages, parce que je savais qu'il venait. Et je disais, avec ou sans toi, je vais y arriver. Ça a dû lui faire plaisir, ça, Jimmy. Et un jour, j'ai trouvé qu'on n'avançait pas chez lui, et j'ai dit, au fait, on va le faire sans toi. Et il a dit, vous avez un contrat. J'ai dit, trouve l'avocat qui va me péter ma vie, on le trouvera pas. Et donc, on part. Et donc, on est parti. Et j'ai dit à Francis, tu vas voir, on va se démerder, on va le faire tout seul. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. Et moi, j'ai dit que la vie, elle nous a donné ce courage-là. En fait, c'est un courage joyeux. Voilà. Mais écoutez, on a été vraiment très, très heureux ce matin. On a été très très heureux aujourd'hui de partager avec vous ce courage joyeux. Continuez comme ça. Mille merci. Vous êtes ici chez vous. Depuis le temps qu'on entend parler de Radio J et qu'on n'était jamais venu. Et voilà, J comme jamais. Maintenant c'est J, c'est comme joyeux. J comme toujours. Et comme toujours. Merci à vous. Merci.